quand je vais entraîner mon sprint, si je veux améliorer cette qualité de vitesse maximale, mon but, c'est que mon athlète il soit capable de faire plusieurs fois un effort maximal et du coup, qu'à chaque fois, il s'engage totalement. Et si je lui laisse pas le temps en lui faisant 10 fois 100 mètres ou 10 fois 200 mètres avec 2 minutes, en fait, très rapidement, la performance, elle sera plus du tout maximale. Bienvenue sur le podcast Upside Strength, votre source numéro 1 en Suisse pour toutes choses fitness, prépa et performance. Aujourd'hui, j'ai la chance de recevoir Jason Feugret. Jason est préparateur physique avec une formation STAPS, master enseignement et master évaluation et optimisation de la performance à Rouen. Jason a fait des stages en club professionnel et amateur, puis au laboratoire SEP de l'INSEP à Paris en biomécanique. Il a notamment participé à un protocole de recherche sur les impacts des méthodes d'entraînement en force et vitesse. Il travaille maintenant comme indépendant depuis 3 ans en préparation physique pour différents sports tels que le handball, la gymnastique ainsi que la course à pied. Il anime également une chaîne YouTube appelée Prépa et Performance depuis décembre 2018. Pour donner un peu de contexte à l'audience, c'est en fait au travers de ta chaîne YouTube, Jason, que j'ai fait ta connaissance. Si je ne me trompe pas, je suis tombé sur la vidéo où tu parles de l'application MySprint. D'accord. J'ai assez vite commencé à poser des commentaires et on a commencé à avoir des conversations au travers des commentaires de ta chaîne YouTube et je me suis dit ce serait pas mal de t'avoir sur le podcast. Donc bienvenue à toi. Bah, merci à toi pour l'invitation. Puis, dès les commentaires, j'ai tout de suite vu que ça allait être sympa de pouvoir échanger, que tu étais du milieu et puis que tu t'intéressais aux méthodes d'évaluation, à la bioméca, à la performance. Et du coup, c'est typiquement l'intérêt de se faire ce genre de réseau, c'est de chercher aussi à colliger, à rassembler des personnes qui travaillent dans le même but et puis d'essayer d'aller un petit peu vers les mêmes objectifs et puis d'échanger surtout parce qu'il y a encore un petit peu trop dans le monde professionnel de personnes qui veulent garder la science pour eux ou, je sais pas, mais pas être dans cette notion de partage, alors que pour que les choses évoluent, c'est un petit peu la meilleure logique qui soit de pouvoir échanger, de pouvoir partager. Et c'est un plaisir de faire ça avec toi aujourd'hui. Ok, bah merci beaucoup en tout cas dans cette lignée d'échange et de partage d'informations. Qu'est-ce qui t'a poussé toi à commencer ta chaîne YouTube? Alors déjà, c'était un projet que j'avais de longue date. Initialement, c'était justement au laboratoire CEP, quand j'étais en stage, où on en discutait avec le directeur du laboratoire et il disait qu'il voyait souvent cette problématique qui était, eux, en tant que chercheurs, ils ont beaucoup de connaissances, sauf qu'ils n'ont pas le temps et les moyens de vulgariser l'aspect scientifique. Alors, ils organisent des événements, ils communiquent beaucoup sur les réseaux, mais ils ont aussi énormément d'investissements pour la publication des articles scientifiques, pour tout ce qui régit un travail de scientifique. Et du coup, c'était vraiment une difficulté, cette transmission de vulgarisation de la science au terrain et qu'il y avait des années de retard entre ce qui se fait dans les labos et ce qui se fait effectivement sur le terrain. Et j'ai hésité personnellement justement à continuer sur un doctorat et puis m'engager plus sur le domaine scientifique qui a été une super découverte pour moi. C'était un tournant dans ma vie professionnelle, je pense. Et en fin de compte, je m'y suis plus retrouvé à essayer de faire ce pont et je pense que je suis plus légitime à ça parce qu'à la fois je m'intéresse un petit peu à tous les domaines, à la fois je suis excellent dans rien. Donc je pense que la vulgarisation, ça me va bien, quoi. Ouais, donc tu te vois plus comme un généraliste qu'un spécialiste à l'heure actuelle. Ouais, je Et pense. ça me faisait aussi un peu peur quand, du coup, parce que dans le laboratoire, il y avait beaucoup de thésards, beaucoup de chercheurs qui étaient des anciens thésards, qui, en discutant, voilà, quand on prend une voie, on se surspécialise sur un seul domaine, mais tu y passes tellement de temps pendant des années que tu peux. Alors oui, tu jettes un coup d'œil à ce qui se fait à côté, mais pas du tout de la même façon que quand tu es complètement extérieur à tout ça. Et moi, j'adore aller zioter un peu de physio, un peu de bioméca, même de la prépa mentale, même si j'en parle pas du tout sur ma chaîne parce que je n'ai aucune légitimité par rapport à ça, mais ça me passionne. Et du coup, la nutrition, tous les domaines qui entourent la performance, ça me passionne. Et si tu te spécialises à fond dans un seul domaine, tu es obligé, parce que voilà, par rapport aux exigences, de fermer un petit peu tes yeux sur le reste. Et moi, je suis trop passionné pour ça. Et à la fois, du coup,
ça me permet une légèreté sur ce que je traite, quoi. C'est intéressant que tu dis ça parce que une chose qui me vient à l'esprit, c'est qu'en fait, en tant que prépa physique, on peut pas se surspécialiser ou on peut se surspécialiser, mais on peut pas oublier d'être des généralistes parce qu'en fin de compte, une des choses les plus importantes qu'on fait, c'est la quantification de la charge au niveau global pour les athlètes. Et Ouais. pour pouvoir avoir un œil là-dessus, il faut avoir un œil sur tout en fait. Et donc, je pense que c'est aussi enfin, ce qu'on doit faire avec les athlètes, on est obligé de toucher un petit peu à tout. Et donc, je pense que c'est à la fois un avantage et un inconvénient, mais ça nous donne l'avantage. Et surtout pour des gars comme toi et moi qui sommes juste curieux et veulent un petit peu voir partout, eh ben, ça nous permet ensuite de tout regrouper dans ce qu'on fait pour la prépa. Je suis carrément d'accord. Et d'ailleurs, en limite, ça me fait penser aussi, j'ai de plus en plus l'impression, alors je ne sais pas si c'est pareil en Suisse, mais en France, de préparateurs physiques qui se vendent avec un panel de diplômes différents. Je suis à la fois préparateur physique, en même temps je suis kinésithérapeute, en même temps je suis ostéo. Tu as l'impression que plutôt que de s'entourer de spécialistes du domaine et du coup de faire un travail d'équipe pour se vendre, alors c'est totalement compréhensible parce que maintenant et depuis déjà longtemps, les CV, ça fonctionne comme ça. En fait, plus tu as de compétences et plus potentiellement tu vas réussir à te vendre dans un club, dans une association. Mais du coup, c'est pas cet aspect spécialisation, mais toucher un petit peu à tous les domaines. C'est aussi le risque, c'est du coup de frôler un petit peu tout sans vraiment être très performant dans un domaine en particulier, quoi. Donc, c'est un petit peu un paradoxe de notre boulot. On nous demande beaucoup de choses à la fois, en même temps d'être excellent partout, sauf que tu ne peux pas, quoi. Enfin, ou alors, si, après des années d'expérience, mais j'aurais jamais cette prétention avec le petite chose que je lis à gauche, à droite, quoi. Et pour revenir un petit peu sur ton parcours professionnel, donc on a parlé un petit peu enfin j'ai mentionné dans ta biographie l'idée de force-vitesse, Ouais. profil force-vitesse, etc., méthode d'entraînement. Est-ce que tu pourrais en parler un petit peu pour les gens qui ne savent pas ce que c'est? Ouais, en gros, ça fait quelques années qu'on a essayé de faire évoluer les méthodes d'évaluation de la performance sur le terrain. Le plus gros exemple, c'est la musculation à travers le 1RM. Quand on évalue quelqu'un sur un 1RM, en gros, on a des informations en termes de force qui vont être intéressantes, mais qui ne vont pas être suffisantes. Et la performance dans 90% des domaines, mis à part là, typiquement l'haltérophilie et encore, même pas, il y a des notions de vitesse énormes, mais où vraiment la performance va être liée à la charge que tu vas soulever, parce que le but, c'est de soulever le plus lourd possible. Mais dans 90% des activités, on ne va pas chercher à être le plus fort possible, mais on va chercher soit à être le plus puissant, soit à être le plus explosif possible, qui sont des notions toujours reliées à la vitesse. Et cette notion de vitesse, on ne l'évalue jamais sur le terrain. Alors, majoritairement à cause des problèmes techniques et du coup de tout ce que ça va engendrer comme limite. Mais ces nouvelles façons d'évaluer la performance, elles permettent à la fois sur un mouvement, on peut prendre n'importe quoi, un développé couché, on va à la fois avoir des informations de force et des informations de puissance, de vitesse, pardon, et du coup, en multipliant les deux, avoir des informations de puissance. Et à partir de là, réellement individualiser le processus d'entraînement, ce qui est ce qu'on nous vend à toutes les sauces. Maintenant, pour être un bon préparateur physique, il faut individualiser le processus d'entraînement. Donc, connaître vraiment les qualités de nos athlètes, là, on va vraiment faire un panel plus important que uniquement le 1RM. Donc, ça va avoir des impacts sur tout le processus d'entraînement et ça va donner l'orientation de la façon d'entraîner son athlète par rapport à un autre, quoi. Pour faire un petit peu l'avocat du diable par rapport à cette notion d'individualisation, je suis tout à fait d'accord avec toi, je fonctionne tout à fait là-dessus aussi. Mais dans le contexte de travailler avec, par exemple, des joueurs de rugby amateurs, ce que je fais moi ici en Suisse, qui n'ont pas un âge d'entraînement très avancé, à quel moment est-ce que c'est intéressant de commencer à individualiser ce processus par rapport à simplement faire du général pour tout le monde au début, vu que de toute façon, ils vont en retirer pas mal dans les premières années, quoi qu'il arrive? Ça, c'est une bonne question. Je pense que de toute façon, ça serait plus sur la fin de l'apprentissage technique, quand on a déjà développé des connaissances motrices, des connaissances aussi sur ses propres capacités. Toutes les notions de gainage. Là, je travaille avec un centre de formation de jeunes handballeuses entre 15 et 18 ans au niveau élite en France. Donc, c'est des
très bonnes joueuses. Par contre, en termes de préparation physique, c'est naissant dans cette activité. Donc, ça se met doucement en place. Les joueuses sont excellentes sur le terrain. Par contre, en salle de musculation, faire un squat, c'est extrêmement compliqué. Faire n'importe quel mouvement autre que le mouvement spécifique du hand, c'est très compliqué. Donc là, en effet, faire une telle évaluation, ça ne va pas avoir d'intérêt parce qu'on va devoir faire tout le travail en amont de coaching et d'apprentissage du mouvement, etc. Du coup, aussi le gainage, qui était mon idée principale, où il y en a plein. En plus, elles ont grandi vite. C'est des athlètes et elles font toutes entre 1m75 et 1m80, comme c'est des handballeuses. Donc, des transformations motrices et des schémas moteurs complètement perturbés. Donc là, le gainage, c'est carrément zéro pendant 1 ou 2 ans. Mais quand tout ce travail a été fait et que du coup, elles commencent à avoir des habitudes d'entraînement, de répétition, de trajets moteurs plutôt qualitatifs, là, ça peut devenir intéressant parce que du coup, on va pouvoir vraiment découper découper des groupes d'entraînement à travers ceux qui auront besoin d'évoluer en force versus ceux qui auront besoin d'évoluer en vitesse. Et il y a des travaux actuellement qui sont vachement intéressants. C'est Samozino qui fait ça avec JB Morin, qui sont du coup des pontes dans le domaine et qui ont lancé un peu les travaux sur les profils force-vitesse. Je suis énormément ce qu'ils font parce que ça me passionne. Euh, la notion de profil optimal, donc en gros, ils vont aller chercher à travers des algorithmes à calculer à partir de l'évaluation de départ, est-ce que cette personne-là aura plutôt besoin de s'orienter dans un programme de force? Est-ce que cette personne aura plutôt besoin de s'orienter dans un programme de vitesse? Et à travers, en gros, ça va vraiment nous donner la méthodologie de travail pour orienter la préparation physique, qui n'était pas forcément fait initialement. On peut le voir notamment dans tout ce qui est sprint dans les années 90-95, où les mecs, c'était de l'entraînement de musculation à fond. Et ils étaient sur bodybuildés. Et puis, c'était vraiment la force parce qu'on a eu connaissance que voilà, pour courir vite, il fallait appliquer de la force au sol. Donc, plus on était fort, plus on courait vite. Et on s'est aperçu finalement que ce n'était pas le seul critère et que certains athlètes, au contraire, n'avaient pas ce besoin-là. Et d'ailleurs, avec des profils pas forcément… souvent, on a plutôt la logique de se dire, bah, lui, il est vachement costaud, son besoin, ça va être de la force. Lui, il est plutôt fin et svelte et lancé. Lui, son besoin, ça va être de la vitesse. Et on a des surprises par rapport à ça. Du coup, voilà, c'est vraiment l'idée de l'orientation. Par rapport à ta question, j'aurais tendance à dire, quand tu as la sensation que l'athlète, il commence à avoir un panel complet dans sa méthodologie d'entraînement et puis peut-être qu'il commence à stagner aussi dans ses performances parce qu'on arrive, quand on commence à bien s'entraîner, on arrive souvent sur des performances un petit peu plateau. À partir de ce moment-là, ça peut peut-être être le moment d'approcher ça. Forcément, ça va toujours avec les complexités techniques quand je travaille dans un centre de formation et que c'est des jeunes, déjà, il faut leur faire comprendre qu'il va y avoir un intérêt pour eux, pour la continuité de leur processus, alors qu'ils sont plutôt sur une vision à court terme, de performance immédiate. Donc, tu as plein de choses à travailler. Mais oui, je pense que quand tu commences à développer, toutes ces notions d'entraînement, que tu commences à stagner, que tu cherches vraiment de l'optimisation de la performance, c'est le but totalement, quoi. Ne plus rester sur ce qu'on a l'habitude de faire à travers l'entraînement en puissance, c'est 60% du 1RM, et puis on va faire 6x6 ou on va faire 8x8, et puis pourquoi on fait comme ça, on ne sait pas pourquoi. Ça, Là, ça me fait penser, quand tu travailles avec des notions de vitesse, tu vas pouvoir aussi individualiser l'entraînement par rapport à la réponse immédiate, d'avoir un feedback immédiat sur ta performance. Si tu travailles avec un accéléromètre, que ton athlète il fait 1500 watts de puissance quand il fait son mouvement, bah, tu peux, en maximal, tu peux considérer, bah voilà, dès que tu perds 10%, tu arrêtes. Que ça fasse 3 répétitions ou que ça en fasse 15. Et là, tu vas aussi pouvoir du coup individualiser ton processus d'entraînement dans quelque chose d'un peu plus pertinent que de dire je vais aller faire 6x6, je vais aller faire 8x8, je vais aller faire 10x10, où on s'est basé sur des schémas un peu préconstruits.
Et au final, au bout d'un moment, on réfléchit plus pourquoi on fait ça, quoi. Et puis derrière, en découle forcément la récupération. Si on est sur des efforts de puissance, bah voilà, on va laisser une récupération complète ou une récupération incomplète en fonction de ce qu'on veut travailler. On pourra en rediscuter par la suite, je crois. Mais du coup, voilà, ça va vraiment amener du qualitatif dans le processus d'optimisation de la performance. Ouais, c'est intéressant parce que ce que tu dis là, dans le contexte par exemple d'une salle où tu fais des squats basés sur la vitesse, ça, j'en avais pris conscience quand j'étais encore au Canada au travers je crois que c'est Brian Mann qui fait Velocity Based Training. Ouais. EBT, c'est assez populaire, ils en parlent beaucoup justement, mais je ne l'avais jamais vu appliqué au sprint en tant que tel en fait. Et c'est donc au travers de ta vidéo et ensuite en suivant JB sur pas mal de présentations qu'il a fait lui, que j'ai pris connaissance de cette idée de profil force-vitesse sur un sprint sur 30 mètres et ensuite pouvoir voir, ok, est-ce que je suis plus performant en termes de vitesse maximale ou potentiel maximal et ensuite, ou la force que je développe au début de l'accélération dans les 2, 3, 4 premiers appuis. Et en fonction de ça, on va dire, diriger l'entraînement un peu plus précisément. Et ça, encore une fois, ce qui est intéressant, c'est que ça te donne une façon de quantifier cette notion d'accélération et de vitesse, parce que on fait beaucoup de boulot, je trouve, en tant que prépa, pour suivre tout ce qui est des chiffres au niveau performance aérobique du test cardio qu'on a décidé de faire avec les athlètes, entraînement en force, etc. Mais dès qu'on arrive à la vitesse, il y a beaucoup, enfin, jusqu'à maintenant, c'était beaucoup plus compliqué à quantifier parce qu'il fallait soit des cellules photoélectriques qui coûtent une blinde, soit des trucs qui coûtent encore plus cher que ça. Mais maintenant, on se retrouve avec des outils comme l'application MySprint euh, qui requiert juste une piste, des poteaux, bien se mettre en place. Et ensuite, on arrive à faire, comme tu as dit, ce profil force-vitesse sur un sprint. Dans ce cadre-là, est-ce que tu pourrais parler un petit peu de l'importance de contrôler les conditions de test quand on fait, par exemple, parce que quand on est dans une salle, qu'on fait un 1RM, les conditions extérieures, elles ont très peu d'influence sur la performance en tant que telle. Par contre, quand on parle de mesurer, par exemple, la vitesse ou même un test Luc Léger ou quelque chose comme ça, si c'est sur une piste, si c'est sur un terrain synthétique, si c'est sur un terrain en herbe, mou ou pas, toutes ces choses-là peuvent avoir une influence. C'est totalement. Et du coup, tu as d'autant plus intérêt, toi, en tant que préparateur physique, d'avoir connaissance de ces erreurs-là et de pouvoir bah, les considérer dans ton évaluation parce que tu ne peux pas prendre pour acquis un chiffre, une valeur. Pour autant, c'est ce qu'on va retrouver à fond dans les clubs parce qu'aujourd'hui, pour se vendre en tant que préparateur physique, tu as plutôt intérêt à amener des valeurs, à pouvoir prouver que tes athlètes ont progressé. Et ce relevé de data, il devient essentiel et il va faire la différence entre celui qui avance à l'aveugle et celui qui a des choses à prouver en fin de saison. Bah voilà, peut-être qu'on n'a pas gagné le championnat, mais moi je te montre ce retour chiffré, tel athlète, il a progressé sur ce plan-là à tel niveau, celui-là machin, celui-là machin. Et au moins, tu as un retour et puis tu peux faire un suivi. Nous, dans le cadre du coup justement du centre de formation, c'est essentiel quand tu les as sur plusieurs années de pouvoir chiffrer ta progression de 15 ans à 18 ans parce que sinon, ils sont passés entre tes mains et puis tu n'as pas prouvé grand-chose. Du coup, dans ton évaluation, la prise en compte de l'erreur, elle est essentielle. Et ce que j'aime justement avec ces travaux et ces outils, parce que comme tu viens de parler de l'application MySprint, ce qui est génial, c'est qu'il y a 5 ans, il fallait passer par une grande structure ou travailler avec des clubs professionnels pour pouvoir avoir les outils pour utiliser ça. Aujourd'hui, pour 10 euros, tu achètes l'application. Tu as un protocole à bien respecter, à bien mettre en place, mais cette évaluation, elle a été testée et elle a été notamment comparée avec différents évaluateurs. Et ça, c'est hyper intéressant. C'est-à-dire que même si tu prends euh, Jean-Paul et Brigitte qui font cette évaluation, eh ben, ils ont ressorti une évaluation de l'erreur qui est de l'ordre d'une image, sachant qu'en gros, quand tu filmes, tu es à 240 images secondes. Donc, de l'ordre d'une image quand tu respectes bien le protocole, ce qui représente une erreur de 0,06 secondes. Donc, pour une telle évaluation de terrain qui te demande quasiment pas d'investissement, c'est incroyable d'arriver à un niveau comme ça de reproductibilité de ton évaluation. Et du coup, là, tu as un outil qui tient la route. C'est essentiel dans le processus d'évaluation. Ça m'a fait penser,
ce que tu viens de dire, c'est dingue qu'on n'évaluait pas avant le sprint parce que pour le coup, c'est le profil force-vitesse dans toute sa splendeur parce qu'on part de la vitesse zéro, on est à l'arrêt et donc zéro vitesse, zéro force. On va pousser à fond au sol, donc force maximale, jusqu'à atteindre notre vitesse maximale qui va être notre vitesse de sprint maximale avant de décélération. Et là, on a vraiment le panel complet de notre performance qui est décrit sur, alors en général, là, on le conseille sur 30 mètres avec l'application. Sur des sprinteurs purs, ça serait un petit peu plus parce qu'ils accélèrent pendant plus de temps qu'un sportif de sport collectif, par exemple. Mais du coup, à travers nos 30 mètres, là, on va avoir un panel d'informations sur notre force, sur notre puissance, sur notre vitesse. Et là, on a un truc béton, quoi. Euh, pendant mon protocole de recherche avec l'INSEP, on a bossé justement sur une évaluation et on n'a pas utilisé cette application. On avait des OptoJump et on avait 30 mètres d'OptoJump. Donc, OptoJump, comme on sait que ça coûte 2500 balles pour 1 mètre pour pouvoir faire des détentes verticales. Quand on a 30 mètres, tu as un petit peu d'argent sur le terrain. Et en fait, on s'est rendu compte, malgré le prix de l'outil, qu'on n'avait pas la première valeur puisque, en gros, l'OptoJump, il va calculer le temps de contact au sol. Donc, dès qu'il y a un appui entre l'émetteur et le récepteur, du coup, lui, il va savoir à quel endroit il se trouve, combien de temps il reste au sol avant de redécoller. Et donc, on a toutes les informations des pas pendant le sprint. Seulement, le moment où il y a le plus de création de force au sol, c'est le démarrage. Et le démarrage, on n'est pas encore dans l'OptoJump parce qu'on va y rentrer en même temps qu'on va rentrer avec notre cellule et du coup qu'on va avoir le lancement de notre chronomètre. Et le moment qui est quasiment le plus important pour notre profil force-vitesse du côté force, on n'a pas l'information. Et du coup, on a dû faire autrement. On avait une caméra ultra rapide avec énormément d'images secondes. On devait du coup filmer la personne démarrer jusqu'à temps qu'il mette son premier appui dans l'OptoJump, calculer la distance de l'OptoJump pour savoir s'il avait mis son pas à 30 cm, à 40, à 50. Et du coup, à partir de ça, par rapport au nombre d'images par seconde, savoir combien de temps il avait mis et extrapoler la force au sol. C'était une galère pas possible. Ça fait des milliers de données à traiter. Donc, en plus, il faut l'informatique, le script d'ordinateur qui traite la chose derrière, parce que ça, avec Excel, ça prendrait des heures et des heures. Et on comprend la complexité du test et de la reproductibilité. Et ça, souvent, je le vois un petit peu avec YouTube, là, parce que du coup, il y a des gens qui sont moins du domaine de la prépa physique, mais en même temps qui sont super intéressés. Donc, ils cherchent. J'ai mis des tests VMA classiques, Luc Léger, Demi Cooper, etc. Et du coup, il y a des questions qui reviennent et en fait, où tu n'as pas du tout cette conscience des limites du test. Et c'est un peu pris pour acquis. On dit le Luc Léger ou le test Cooper, c'est le top pour telle évaluation, alors qu'ils limitent et des intérêts. Et le travail du préparateur physique, c'est de connaître les limites de son job et de son évaluation pour les prendre en compte et pas tout prendre pour acquis, ce serait trop simple. Et en même temps, ça peut aussi permettre de faire dire ce qu'on veut à des chiffres. Donc pour se vendre, ça peut être plus facile. Ça dépend de quel côté on se place. Mais du coup, l'interprétation, c'est essentiel pour chaque outil. En musculation, je travaille souvent avec le BIST, qui est c'est un petit accéléromètre que tu peux fixer sur les barres. Il est hyper pratique parce qu'il s'aimante. GymAware, je connais celui-là. Et, alors lui, le GymAware, c'est un capteur filaire, donc tu accroches et du coup, c'est par rapport à la longueur du câble, il va calculer la vitesse. Là, en gros, lui, ça fait cette taille-là, c'est vraiment tout petit. Tu le clips, c'est aimanté. Et une fois que c'est sur la charge, en gros, comme le téléphone portable, il va être capable de reconnaître les mouvements dans les 3 plans dans l'espace. Et donc, il va en déduire des vitesses. Donc, quand on a notre charge avec des poids, on va pouvoir faire un profil du coup charge-vitesse, qui est sur la même logique que le profil force-vitesse, sauf qu'on ne va pas les calculer les niveaux de force en newton. On va rester sur il y a 80 kg sur ma barre, il y a 60 kg. Donc, hyper applicable et vachement plus pratique pour monsieur tout le monde, quoi. Du coup, cet outil-là, hyper performant, pas très cher parce que c'est sorti autour de 350 €. Là, d'occasion, je crois qu'on le trouve à 200, 250 €.
Par contre, là, la grosse limite, c'est 60 Hertz. Donc, tu as 60 informations par seconde. Donc, sur du lourd, c'est relativement précis parce qu'il va réussir à calculer combien de distance il a fait en temps de temps et il va être très précis. Il y a eu des études aussi de comparaison par rapport au GymAware, par rapport, je trouve plus le nom de la grosse bécane qui est la référence, qui est autour de 4 500 € en accéléromètre aussi. Bref, je pourrais retrouver le nom, je pourrais te retransmettre si tu veux mettre dans les informations les différents accéléromètres. Ils l'ont comparé sur, en gros, au-dessus de 50-60% du ARM, c'est nickel. Par contre, si tu vas travailler de la vitesse, là, pour le coup, les valeurs, elles vont pas être aberrantes, mais justement, elles vont être plutôt tirées vers le bas parce qu'elle n'aura pas assez d'informations. Et du coup, tu vas passer une seconde, 1 mètre seconde en mouvement. Au-delà, c'est un peu foireux. Donc, une fois que tu as connaissance de la limite de ton outil, hyper pertinent pour entraîner en force, pour entraîner en puissance force, pour entraîner en explosivité, etc. Par contre, voilà, pour un programme de vitesse, bah là, tu sais que tu vas être limité et que tu n'auras pas l'information, quoi. Par contre, intérêt, intérêt opposé, l'ergonomie hyper pratique. Tu as une interface Internet, tout est en anglais, mais pour toi, ce n'est pas un problème. Je pense que pour beaucoup de gens maintenant, nous les Français, c'est un peu un problème parce que on est toujours un peu illettrés, mais ça se met en place doucement. Mais du coup, dès que tu fais, et tu as aussi l'application téléphonique, dès que tu fais ta séance, tu lances ton accéléromètre en Bluetooth avec l'application. Dès que tu fais une répétition, tu as la valeur sur ton téléphone. Donc, tu as un feedback direct qui est hyper intéressant. Tu as un feedback de quantification de ta charge post-séance parce que du coup, tu sais le nombre de répétitions que tu as fait, puissance, force, vitesse pour chaque répétition. Donc, tu as un super outil de quantification de la charge en musculation. Tu peux l'appliquer sur quasiment tous les trajets moteurs. Plus c'est linéaire, plus c'est performant. Mais tu peux très bien le mettre sur du poids de corps si tu ne fais pas des rotations sur toi-même ou des choses vraiment un peu barrées, quoi. Mais si tu restes sur des poussées, des tirages, euh, même des tractions, du moment que c'est relativement linéaire, c'est hyper performant. Donc ce genre d'outil, ça peut être… Alors forcément, voilà, la limite, c'est le coût. Euh, parce que bah, tu as un investissement financier qui est quand même… Bah, quand tu es préparateur physique, tu vas te dire voilà, c'est un outil de travail. Quand tu es monsieur tout le monde qui va faire sa séance, quand bien même tu as envie de performer, tu ne vas pas forcément mettre 350 € dans un outil, surtout si c'en est qu'un seul, qui va être utile que sur telle façon de faire. Donc après, complexité toujours des conditions d'évaluation, mais par contre, des outils repro, quoi. Ouais. Pour revenir un petit peu sur l'idée de la vitesse et du sprint, surtout dans le cadre des différents sports d'équipe, tu as pu bosser avec pas mal de sports jusqu'à maintenant. Pour toi, c'est quoi le rôle du travail d'accélération et de vitesse pure pour les sports d'équipe en général et après plus précisément pour les différents sports avec lesquels tu as travaillé, comment tu les travailles? Déjà, ça m'a fait penser à un truc, mais ça paraît tout bête, mais justement l'amélioration de la vitesse. Parce que souvent, enfin, j'ai entendu plein de fois, je ne sais pas si c'est pareil pour toi, mais que le travail de vitesse, au final, il n'était pas du tout intéressant ou qu'il améliorait quasiment rien. Pourtant, quand on a entraîné, donc le protocole qu'on a mis en place à l'INSEP sur la manip de recherche, on entraînait la cheville et en fait, on faisait des flexions plantaires soit en force maximale à travers du travail isométrique et du travail isocinétique, donc c'était une machine dédiée, ou soit vitesse maximale avec une autre machine dédiée, où là, du coup, c'était en gros, tu n'avais quasiment pas de poids sous ton pied et tu n'avais que l'inertie de ce que tu bougeais et tu essayais d'aller bouger le plus vite possible. Et on faisait des toutes petites variations de charge à travers 0, 1,5 et 3 kg pour quand même avoir une petite résistance et travailler un petit peu la force dans les hauts niveaux de vitesse. Et le travail de vitesse a entraîné, donc on avait des prises de valeur pendant 12 semaines d'entraînement, on avait les prises de valeur à chaque séance. Donc là encore, ça revient au sujet d'avant, mais prise de data énorme pendant 12 séances. Voilà, ça aussi, c'est l'aspect compliqué de bosser avec des data, c'est que derrière, il faut traiter tout ça, quoi. Et quand tu as 30 athlètes que tu entraînes en même temps, que tu fais 90 séances semaine, tu as du traitement de données. L'entraînement en vitesse,
il améliore la vitesse articulaire. Donc, au niveau de la flexion plantaire, ça bougeait plus vite. Et souvent, du coup, ça, c'est retranscriptible sur plein de mouvements, quoi. Travailler de la vitesse, c'est pas inintéressant. Après, en fonction de sur quel mouvement on travaille, c'est plus ou moins simple à faire. Euh, mais du coup, voilà, l'idée reçue de l'inutilité, pour moi, elle ne tient pas la route, surtout quand tu as évalué et que tu connais le besoin de ton athlète. À côté de ça, l'entraînement de vitesse, de toute façon, tu auras toujours l'intérêt du stress mécanique. Là, je pense à la course à pied. Quand tu vas entraîner ton mec qui fait de la course à pied et qui n'a pas l'habitude d'aller sur de hauts niveaux de vitesse, parce qu'il ne fait pas du vrai cycle avant, il va aller en fonction du niveau entre 12 et 16-17 km/h tout le temps. Quand tu lui introduis des séances de vitesse, là pour le coup, tu mets une tension musculaire. Alors là, on parle de vitesse maximale de sprint. Donc en fait, c'est plutôt des notions de force, mais c'est le travail de vitesse qui va introduire ça. Le stress mécanique au niveau de la cheville, la raideur tendineuse que ça va générer, tout ça, ça va être des effets bénéfiques aussi bien pour la performance, pour l'économie de course. Donc c'est des intérêts qui ne vont pas être négligeables quoi, dans cette activité-là. Moi, en handball, je le travaille majoritairement en me basant en fait déjà sur les temps, sur les temps des disciplines. Nous, on considère que tu es autour d'une soixantaine d'actions à haute intensité sur un match de hand et que tu en as 90% qui sont inférieurs à 5 secondes et 70% même inférieurs à 3 secondes. Donc, c'est vraiment l'extrêmement bref. Ouais. De toute façon, on le voit souvent quand on regarde les matchs professionnels à la télé, ça vient se placer en marchant tranquille. Par contre, une fois que c'est en place tactiquement autour de la zone, là, quand ça va enclencher, ça va partir à 3000. Mais voilà, c'est de l'instantané, c'est de la vitesse et de la détente. Ouais. Du coup, en fait, j'oriente majoritairement mon travail sur ce genre de temps avec pour le hand, où c'est typique, les actions-réactions, reprises d'appui, changement de statut, tout ce qui va faire que d'un seul coup, tu étais en train de mettre de la vitesse à fond dans une certaine direction, mais en fin de compte, tu te rends compte que l'action, elle ne se joue pas ici, elle se joue dans un autre sens. Bah, tu as intérêt d'être capable, même si tu cherches la vitesse maximale, de transmettre aussi de manière maximale ton changement de direction et ton changement de prise de décision. Donc ça, c'est ce qu'on va retrouver en hand. On ne va pas du tout le retrouver en gym quand je travaille avec les gymnastes. Et en plus, les gymnastes, c'est encore différent parce que du coup, tu es plus sur une notion de vitesse optimale que de vitesse maximale. Parce que les grosses prises de vitesse, ça va toujours être terminé par un mouvement technique. Quand tu fais du saut de cheval, par exemple, tu as une ligne droite qui va être 25-30 mètres. Sauf qu'à l'arrivée, tu sautes. Il faut que tu arrives un petit peu comme un perchiste. Tu as l'aspect technique qui dit qu'à la fin, tu vas mettre ta perche dans le butoir et que tu ne peux pas arriver à pleine balle parce qu'il faut que tu contrôles ça, ou un sauteur en longueur, tu vas avoir ta planche d'appel. Donc cet aspect de vitesse optimale est encore différent. Et du coup, tu as un aspect technique dans la vitesse qui est vraiment typique à ce genre d'activité. Donc là, je travaille moins en gros sur la recherche du développement de la vitesse et plus, alors dans le cas de la gym, c'est encore différent, mais tu as l'aspect lactique qui rentre à fond parce que, par exemple, au sol, ça va durer 1 minute 10, 1 minute 20, la prestation. Et du coup, tu es quasiment à fond tout le temps. Donc là, pour le coup, c'est de la prise de vitesse, mais genre quand on le fait travailler, souvent, on va mettre une diagonale d'accélération plutôt que des sauts, saltos et tout l'aspect technique. Il va juste faire du sprint et à la fin de ce sprint, il va enchaîner avec des mouvements, ces mouvements gymniques esthétiques, artistiques, qu'il va devoir du coup maintenir à travers des gainages, des choses comme ça, en restant lucide alors qu'il vient de se faire 12 mètres 50 de sprint à fond. Et du coup, travailler comme ça sur 1 minute 30 de programme où là, on va vraiment essayer de lancer. Et on se rend compte qu'au niveau cardio, ça monte plus en faisant du sprint qu'en faisant la diagonale gymnique parce que, encore une fois, tu as cette notion de devoir contrôler ton mouvement, d'être sur de l'optimal et pas sur du maximal, que
qui va être intéressant de travailler justement sur du maximal pour un petit peu économiser cette énergie, quoi. Et sur la course à pied, du coup, comme on disait tout à l'heure, là, pour le coup, c'est pas vraiment dans une logique de planification, c'est un petit peu plus comme un complément comme la musculation. Ça va être gagner en économie de course, gagner en puissance de course à travers du travail de vitesse qui a longtemps été mis de côté parce qu'on n'atteint jamais ces niveaux de vitesse pendant un marathon, pendant un ultra, et qui pourtant va développer beaucoup de choses pour le coureur, quoi. Et donc, toi, vu que tu évolues pas mal dans le monde de la course à pied, est-ce que maintenant ça devient accepté en tant que, on va dire, modalité de travail, le travail de vitesse pure? Et est-ce que c'est abordé vraiment comme du travail de sprint et de vitesse, ou est-ce que c'est encore mis ensemble avec tout ce qui est fractionné, avec pas mal de fatigue, etc.? Ça dépend avec qui tu travailles. Souvent, là, les contacts des clubs, c'est un peu compliqué parce qu'il y a encore des entraîneurs en place qui sont encore sur des anciennes méthodes. Et du coup, parfois, c'est pas du tout compris. Et puis tu vas pas rentrer dans une joute verbale, donc tant pis. Par contre, souvent, quand tu travailles avec des personnes en individuel, en fait, là, ils sont totalement preneurs parce que c'est ce qu'ils te demandent, quoi. C'est d'appliquer ta méthode. Et puis, eux, ils vont constater sur les chiffres leur performance. Est-ce que j'ai une amélioration? Est-ce que j'en ai pas eu? Et puis, peut-être, s'ils n'en ont pas eu, ils iront voir un autre entraîneur, un autre prépa. Donc, c'est assez différent en fonction des personnes. Par contre, tu as souvent une sorte d'anxiété de l'effort maximal, du risque de blessure lié à l'effort maximal. Hmm. Ce qui est drôle parce que justement, c'est le fait de faire des efforts maximaux en général qui va avoir un aspect préventif sur ta performance. Et, euh, et tu le retrouves aussi dans les sports collectifs, ça. Il faut les entraîner, mais il ne faut pas trop pousser non plus. Euh, Parce que encore une fois, ils ont l'idée du travail de vitesse qui va être on va se faire mal, quoi. Ouais. Alors que travailler de la vitesse, c'est pas forcément ça. Et C'est puis pas même comme tu as dit, ça va presque dans l'autre sens où, par exemple, pour prendre l'exemple du rugby dans lequel j'évolue ou dans lequel je coach, les mecs atteindront presque jamais leur vitesse maximale sur le terrain en jeu. ouais. Simplement du fait de la nature du jeu, à moins que tu aies un champ ouvert et puis 80 mètres devant toi, et puis que tu mets les cannes et que tu es encore frais, tu vas peut-être y arriver gentiment. Mais tu as un ballon dans les mains, c'est différent. Alors que c'est le fait de travailler la vitesse maximale qui va faire que quand tu arrives à cette vitesse maximale en match, peut-être, tu as beaucoup moins de risque de te péter parce que tu l'as vu avant, tu l'as travaillé avant. Donc, c'est presque un outil de prévention de blessures. Pour moi, en tout cas, c'est en pré-saison parce que les mecs, il faut qu'ils soient affûtés, faut qu'ils courent vite parce que c'est une des qualités pour moi les plus importantes en termes de faire la différence sur le terrain. Mais après, en saison, c'est aussi un outil de maintien. Et s'il y a un truc que je peux maintenir avec l'équipe pendant la saison, c'est du travail de vitesse pure. Est-ce que tu peux parler dans ce sens-là un petit peu des temps de repos qui sont nécessaires entre les sprints? Parce que je vois encore beaucoup de gens qui font, j'ai entendu des trucs comme des 10 fois 100 mètres avec 1 ou 2 minutes de repos, des choses comme ça. Qu'est-ce que ça veut dire pour toi? Ah oui, Et ensuite, quelle serait là, comment tu ferais les choses? moi, j'ai tendance à me baser vraiment sur l'aspect énergétique, qui est visiblement très européen. C'est un petit peu moins vrai côté américain, où ils sont un peu plus biomécaniques. Mm. Euh, Nous, sur l'énergétique, si tu considères tes filières, en gros, ton effort de sprint, de vitesse maximale, on va le considérer 3 à 5 secondes. Après, encore une fois, tout va dépendre de ce que va demander ta pratique. Parfois, tu peux aller jusqu'à 10, 20 secondes, mais c'est quand même beaucoup plus rare. Du 200 mètres, il n'y a pas beaucoup, mis à part les disciplines athlétiques où tu as vraiment des progressions un petit peu équilibrées. Et pour le coup, pour les filières énergétiques, c'est génial à travailler. Mais dans les sports collectifs, on reste souvent en dessous de 10 secondes d'effort maximal. Là, du coup, je considère, moi, je vois ça dans ma tête comme les schémas des filières. Et du coup, si je suis dans l'anaérobie alactique, on sait que ça fonctionne à partir de la créatine, la phosphocréatine. Donc, c'est ça qu'on va chercher à améliorer. Et puis, tout l'aspect enzymatique qui va développer la capacité à reproduire ces efforts, etc. Quand je vais entraîner mon sprint, si je veux améliorer cette qualité de vitesse maximale, mon but, c'est que mon athlète il soit capable de faire plusieurs fois un effort maximal et du coup, qu'à chaque fois, il s'engage totalement.
tant sur le plan du coût énergétique, ce que je venais de dire, et aussi sur l'aspect nerveux qui se fatigue très vite quand on est sur des efforts maximaux. Et si je lui laisse pas le temps en lui faisant 10 fois 100 mètres ou 10 fois 200 mètres avec 2 minutes, en fait, très rapidement, la performance, elle sera plus du tout maximale. Elle va petit à petit tomber. Et ça, il y a une façon toute bête de faire, c'est qu'à chaque fois que tu entraînes ton, tes athlètes sur du sprint, alors quand ils sont plusieurs, c'est plus compliqué, mais si tu as un seul athlète en individuel, bah, tu as un chrono ou tu as des cellules, et sur chaque répétition, tu prends un temps. Et à partir du moment où la performance, elle diminue trop, c'est que tu commences à être soit dans du lactique, soit une fatigue nerveuse qui est trop importante pour continuer à maintenir un effort maximal. Et du coup, dans ce cas-là, ta séance, elle est terminée. Tu constates le lendemain au niveau des courbatures comment ça s'est passé, est-ce qu'il est pété en deux ou au contraire, est-ce qu'il a bien digéré sa séance. Et puis petit à petit, tu arrives à quantifier et t'adaptes tes séances. Mais il faut, sur un travail de vitesse maximale, il faut une récupération totale suffisante pour permettre à, bon voilà, dès que tu le sens, tu repars. Et s'il faut 2 minutes de plus, il n'y a pas de souci, tu prends 2 minutes de plus. Mais quand tu vas partir, par contre, tu essaies de péter ton chrono. Et même si c'est ton quatrième sprint et que la référence, c'est le premier parce qu'après, tu as quand même commencé à accumuler de la fatigue, peut-être qu'en même temps, tu n'étais pas totalement chaud, donc c'est le deuxième, la meilleure perf, machin. C'est pas grave. Le but, c'est tu vas aller chercher à te battre. Et puis, à chaque fois, tu vas aller chercher à te battre. Et là, pour le coup, cet aspect psychologique de vas-y, je vais y aller, je vais y aller, tu le fatigues très vite. L'aspect nerveux, au bout d'un moment, tu le vois dans un match. Quand tu as une possible contre-attaque, à des moments, tu vas plus gérer ton effort parce que tu commences à être à la 30e ou à la 60e. Et puis que si tu l'as foiré et que tu as fait 40 mètres de sprint pour rien, c'est les 20 dernières minutes qui vont être longues. Cette logique sur une séance de sprint, pour moi, elle est la même. C'est l'effort, il doit être all out, mais du coup, avec une récupération suffisante pour le permettre. Au contraire, si dans le cadre des gymnastes qui ont besoin d'un aspect lactique, là, tu peux aller mettre une récupération plus courte pour leur faire bosser le fait bah, de travailler dans la fatigue, d'accumuler les jambes lourdes, etc., d'être dans le dur de l'effort. Mais c'est très, très spécifique que tu peux retrouver sur du 400 mètres, sur des activités plus autres que le sport co. Donc, la nature de la récupération, pareil, la récupération active sur du travail de vitesse ne va pas forcément avoir d'intérêt, puisque on sait que la resynthèse de phosphocréatine kinase, elle est faite par l'oxygène. Donc, si j'utilise l'oxygène pour maintenir un effort, même de basse intensité, tout cet oxygène qui va servir à l'aspect un peu aérobie de ma récupération active, il ne va pas être utilisé dans la resynthèse de phosphocréatine kinase. Donc, je vais mettre plus de temps à régénérer mes stocks pour repartir sur un effort ultra violent. Tandis que si je suis sur du travail lactique, là, pour le coup, je peux avoir un intérêt d'une récupération active. Tout dépend ce que je vais chercher à bosser, quoi. Mais ce lien entre le temps de récup, la nature de la récup, va dépendre totalement de ce qu'on cherche à faire bosser chez notre athlète. Et là, dans le cadre de la vitesse maximale, passif total, quoi, Ouais. à mon avis. Donc, distance plus courte, plus d'intensité et ensuite plus de récup comme ligne directrice générale pour ceux qui sont intéressés par ce genre de travail. C'est ça. Et du coup, au final, une séance qui est relativement agréable à faire parce que mon effort est très bref, parce que j'ai une bonne récupération, je ne monte pas trop dans les tours. En même temps, je peux avoir cette notion de défi si à chaque fois je prends du temps. Je peux très bien faire passer tous mes athlètes les uns après les autres et pas les faire courir en même temps. Ça peut être chiant vu comme ça parce que tu te dis que tu perds du temps. Mais en fait, le temps que tu perds sur ta première session avec le dernier qui attend que le premier court, de toute façon, comme ils vont tous avoir une récupération longue, c'est pas trop un problème. Et puis derrière, tu vas pouvoir justement adapter. Tiens, toi, tu as besoin d'une minute de récup en plus, reste un peu sur le côté. Lui, il se sent bien, il y retourne. Et puis du coup, tu te mets des rigueurs comme ça. Et après, en plus, tu peux individualiser tes groupes en fonction de quand tu as déjà l'habitude d'avoir fait 2-3 séances. Lui, tu sais qu'au bout de 5 sprints, demain, il est cassé en 3. Il va rester sur 5 pour l'instant et essayer de digérer cette charge-là. Lui, par contre, il est plutôt à l'aise avec ça. Il va plus aller sur 8
soit il passera plus de fois dans le même temps s'il est capable, soit sa séance elle sera un petit peu plus longue et l'autre il ira faire du renfort pendant ce temps-là. Tu peux finalement adapter relativement facilement comme ça, et donc des séances pas hyper désagréables à réaliser, contrairement à ce qu'on peut imaginer des séances lactiques où tout le monde vomit à la fin et puis no pain no gain, quoi. Ouais, ce qui est malheureusement encore un petit peu attendu par pas mal de gens dans le sens où ils pensent que ça doit faire mal pour faire du bien, entre guillemets. Si ça fait pas mal, ça marche pas. Et comme tu parlais d'une vitesse entre guillemets, une séance de vitesse pure, au final, elle fait pas mal du tout. C'est vraiment l'intensité des efforts qui va faire que tu vas progresser en vitesse parce qu'il faut que tu cours 95% et au-dessus si tu veux vraiment améliorer ta vitesse maximale. Et comme tu as dit, avec de l'accumulation de fatigue, ça ne va pas se faire. Et donc, dès que tu passes à la 2 ou la troisième répétition sous fatigue, maintenant, tu n'es plus en travail de vitesse, tu es en travail de contrôle des dégâts un petit peu. Et puis, ça va être moyen en termes d'améliorer la qualité de sprint. Et c'est souvent, étonnamment, c'est souvent accepté dans la musculation. Parce que quand tu vas être sur de la force maximale et que tu vas être à 90, 95, voire plus pour cent de ton ARM, il n'y a aucun souci à prendre 5 minutes de récupération pour reproduire cet effort. Alors que là, du coup, quand on est sur une activité de sprint, on la voit complètement différemment. Alors que pourtant, le fonctionnement est le même, parce que tu as aussi des filières énergétiques en musculation. Et l'aspect lactique, ce serait justement la récupération qui est incomplète et où on va rajouter de la charge et petit à petit, on se sent pump. C'est quelque part le lactique des bras, quoi. Ce qu'on va voir sur les jambes en course à pied, qu'on ne va pas du tout appliquer en musculation, alors que le fonctionnement musculaire est le même dans les deux cas. Et à Et la muscu, ça ne gêne pas trop de me récupérer 5 minutes. Par contre, en sprint, apparemment, faut courir toutes les 20 secondes, quoi. je pense que ça vient un petit peu aussi de l'idée qu'il y a le temps sur le terrain est limité, surtout quand on parle d'équipes amateurs. Et donc, les coachs sportifs, entre guillemets, les coachs du sport, les coachs techniques et tactiques, on dirait, sont moins enclins à laisser du temps, en gros, parce que déjà, nous, en tant que prépa, on leur prend du temps d'entraînement. Et donc, déjà, ils ont accepté de nous donner les joueurs pendant un petit moment. Si en plus, ils voient que les joueurs, ils branlent rien pendant 3-4 minutes, euh, ouais, Mais ils aiment moyen, quoi. le problème, du coup, c'est vraiment de réussir à transmettre ce message qui est là pour le coup, qui vient de la connaissance physio. Sauf que on a toujours du retard dans les connaissances et que en même temps, c'est difficile de justifier ce que tu vas aller faire, quand bien même ça peut amener des intérêts énormes à la performance. C'est toujours complexe, quoi. Ouais, ce que j'ai fait plus récemment, c'est que j'ai commencé à intégrer dans les intervalles de repos entre les sprints, c'est du travail de passe, par exemple avec les rugbyman. Donc, ils finissent leur sprint, il y a des ballons alignés, ils se mettent par 2 à 5 mètres ou à 10 mètres et ils font vraiment du travail de base, technique de passe. Donc, c'est récupération passive, semi-active sur les jambes. Au moins, ils font quelque chose, ils ont un ballon dans les mains, donc ils sont contents. Les coachs, quand ils regardent, eh ben, les mecs sont soit en train de courir, soit en train de faire des passes. Et puis au final tu as gagné, quoi. Parce que c'est vrai que d'essayer d'optimiser, entre guillemets, ce temps de travail de sprint, c'est très, très compliqué parce que justement, tu as vraiment besoin de très, très peu entre les sprints pour pouvoir répliquer ces efforts de haute intensité. Carrément. Et c'est là, pour le coup, tu touches vraiment à une problématique du métier de préparateur physique. Parce que quand tu arrives dans un club, tu imagines toujours, voilà, ils vont te donner les clés. Et puis, ce qu'ils veulent, c'est que leurs athlètes soient performants. Et puis, au final, tu vas te rendre compte que non, tu as le droit qu'à une séance par semaine ou 2 fois 30 minutes aux échauffements. Et puis, en même temps, il faut que ça performe. Et du coup, tu arrives dans des contraintes qui sont super complexes en termes de programmation, en termes d'organisation du temps. Qu'est-ce que tu vas prioriser? Comment tu vas faire tes choix par rapport à ce qui t'est au temps qui t'est imparti. Et c'est tout le problème des préparateurs physiques. Et ça, peu importe le niveau, que tu sois dans un club amateur, mais c'est exactement la même chose à très haut niveau, quoi. Et peut-être même d'autant plus à très haut niveau parce que du coup, tu as des staffs, tu as des gens qui… Tu as chacun qui veut mettre son petit grain, le nutritionniste, le préparateur mental, le préparateur physique, le kinésithérapeute, tout l'encadrement. Et c'est normal de leur part parce que
parce qu'ils voient que leur discipline est essentielle à une performance, et c'est vrai, parce qu'aujourd'hui, sans l'interdisciplinarité sur un club professionnel, c'est hyper compliqué. À la fois de faire de la performance, à la fois faire de la prévention de blessures quand les saisons sont longues, et tout cet aspect-là. Mais du coup, le temps imparti pour chacun est un temps réduit, et là, tu te retrouves dans les compromis. Et au final, le préparateur physique, c'est un sacré boulot de compromis, quoi. Ouais, c'est vrai. Et si tu devais choisir, ben, on va prendre le contexte du handball vu que c'est un des sports où tu évolues le plus régulièrement. Euh, quelles seraient les priorités pour toi, justement, si en ordre d'importance, en commençant par le plus important, si tu avais, disons, si tu avais 10 minutes par semaine avec une équipe de joueurs, joueuses de handball, qu'est-ce que tu ferais avec eux pendant ces 10 minutes? Je pense que je ferais, si j'ai une salle de musculation, je ferais de la force explosive, et tout l'aspect tout l'aspect développement avec de la charge lourde, et bouger rapidement. Euh, et si c'est que terrain, je ferai que de la vitesse maximale majoritairement. Parce que de toute façon, tu vas avoir un intérêt quand même aérobie dans ton développement de vitesse maximale. Ça se voit beaucoup à travers le HIIT qui est très en vogue, où on montre que le problème, c'est que derrière, il y a un petit peu trop d'appropriation et de vulgarisation sur cet aspect-là. Et du coup, les gens ne font plus que du HIIT dans les salles, ou même dans les salles de CrossFit, on fait que de l'intensité, que de l'intensité. On oublie un peu que l'entraînement, il doit être polarisé, que tu dois avoir des séances plus légères que d'autres en termes de prévention, et que du coup, tu travailles des puissances, mais aussi des capacités, et que l'un ne va pas sans l'autre. Mais tu auras toujours un intérêt à travailler dans l'effort maximal, ta vitesse, qui va être, moi je suis totalement d'accord avec toi là-dessus. Pour moi, c'est une des notions en sport collectif qui va faire la différence. La vitesse d'exécution, tu le vois de toute façon quand tu regardes des matchs, que ce soit du foot, du rugby, qu'est-ce que tu constates le plus? C'est le mec qui va courir plus vite que les autres, quoi, qui va créer ce déséquilibre tactique de toute l'équipe adverse parce qu'il y a eu un contre un, parce que tout ça. Et du coup, c'est essentiel à travailler. Après, si j'avais que 10 minutes, forcément, c'est c'est restreint, et puis c'est faire beaucoup de compromis. Ouais. Puis j'essaye au maximum aussi de bosser sur l'aspect préventif de du renforcement musculaire. Donc pour moi, la prévention de blessure, elle est aussi importante. Mais ouais, je pense que je dirais quand même la force, la vitesse. Donc, en gros, tout le travail d'effort maximal, que ce soit en vitesse ou en force, quoi. Ouais. Ouais, Mais bref. que tu sois voilà, bref et très intense, que ce soit sur le terrain ou en salle. Pour continuer un petit peu dans cette lignée-là, euh, quelle est l'importance de justement l'entraînement en force maximale pour la prévention de blessures? Et là, on peut peut-être s'orienter un petit peu plus au niveau de la salle, du renforcement musculaire. Quel est l'intérêt justement de lever des charges lourdes pour des sportifs dont le sport ne nécessite pas nécessairement d'être très très fort, en guillemets? Ouais. Pour en revenir au protocole qu'on avait mis en place, du coup, on a pu comparer le groupe vitesse et le groupe force. Et ce qui était très intéressant, c'est que on avait à notre disposition un outil, c'est un échographe ultra rapide. Donc en gros, ça permet de faire de l'échographie comme l'échographie médicale, sauf qu'avec des vitesses d'images par seconde très élevées. Ce qu'on a du coup on pouvait comparer directement dans le mouvement. Donc en gros, comme on travaillait sur la flexion plantaire, on regardait ce qui se passait au niveau des mollets. Et du coup, en direct, dans la contraction musculaire, qu'elle soit faite en vitesse, qu'elle soit faite en force, on voyait comment évoluait le muscle, comment évoluait le tendon et l'interaction entre les deux. Et le programme de force induit des modifications euh, au sein du muscle et aussi au sein du tendon, qui sont des vraies modifications pertinentes pour la prévention blessure. La raideur tendineuse, qui va être un des éléments essentiels de la solidité de ton articulation, et du coup de limiter les lésions. Euh, le nombre de myofibrilles, l'angle de pénation musculaire, qui du coup va aussi jouer sur cet aspect préventif. On va vraiment modifier la nature de notre muscle C'est des, et c'est en faire quelque chose de plus solide, quoi. des adaptations structurelles, donc directement qui changent la structure même du muscle, des tendons, des os aussi, parce que par extension, au travers du renforcement, on va changer notre densité osseuse.
C'est ça, l'articulation aussi, le maintien de articulaire du coup, parce que forcément le muscle et le tendon et le complexe muscle-tendon va jouer sur le maintien articulaire. Donc tout cet aspect est essentiel au bien-être et c'est pas pour rien que là il y a encore des études qui sont sorties cette année et qui montrent que pour les personnes âgées, il faudrait faire 1 à 2 séances de force par semaine en musculation en plus des recommandations qu'on met sur l'aspect aérobie, donc là vraiment pour le lien cardiaque, mais du coup sur la sarcopénie et le fait d'avoir une fonte musculaire quand on vieillit, qui est le facteur en fait premier de dégradation du corps, parce que forcément plus on perd de muscles et plus à terme on devient incapable de faire les mouvements du quotidien et donc on finit dans des établissements spécialisés. Le travail musculaire et le travail de force, à raison de 2 séances par semaine, permet une prévention et une vie en bonne santé euh, beaucoup plus importante. Et là, c'est des méta-analyses qui sont sorties cette année, donc à partir de plein d'études différentes, qui montrent que de toute façon, il faudrait faire ça toute sa vie, quoi. Donc si pour le bien-être de monsieur tout le monde, c'est bien. Pour le sportif qui, lui, a besoin de son corps comme son outil de travail, c'est d'autant plus un outil de prévention hyper important. Et pour aller un petit peu plus dans la direction du sport, euh, tu peux parler un petit peu de l'utilité des chariots quand on parle de travail de vitesse, mais après aussi justement de force dans cette modalité de la vitesse en fait. Euh, Comme on parlait tout à l'heure du coup du développement de la force au sol pour accélérer, en fin de compte, on s'est rendu compte que la force qu'on produit quand on fait un squat, elle est majoritairement verticale. Et en fait, il y a des études qui sortent là et qui sont intéressantes et qui devraient être vraiment mises en avant parce que du coup, ça encore, c'est des idées reçues. Et le fait de travailler le squat va améliorer la performance en sprint. Le problème de beaucoup d'études qui sont sorties sur ce point-là, c'est qu'en fin de compte, on faisait ça sur des populations qui étaient soit pas entraînées, soit des populations étudiantes, parce que c'est souvent ce bassin de population qu'on utilise pour les études, les étudiants STAPS ou alors des sportifs amateurs, parce que les sportifs professionnels, on ne peut pas se permettre de faire des tentatives dessus, même pour des protocoles de recherche. Et du coup, les résultats sortent que oui, en effet, quand tu travailles ton squat, tu améliores ta performance en sprint. Alors qu'en fin de compte, tu n'orientes pas du tout de la même façon ta poussée de force, qui est une poussée verticale en squat, alors que quand tu es en sprint, c'est une force horizontale. Et dans les calculs justement des profils force-vitesse, alors quand on utilise l'application, on n'a pas du tout besoin de se soucier de tout ça, tout est automatisé et puis on a nos résultats, c'est nickel. Mais du coup, quand on s'intéresse un peu plus au fond du sujet et qu'on va lire les papiers, en fin de compte, on calcule une force horizontale avec les problématiques qui en ressortent à travers les coefficients de friction de l'air, etc. Bref, mais du coup, c'est vraiment cette force horizontale qu'il faut développer si on cherche à améliorer sa notion de force au sol sur les premiers appuis, donc son explosivité et à terme sa vitesse en fonction des besoins. Et donc là, l'outil par excellence, c'est le sled ou le chariot lesté, parce qu'on va rester sur notre mobilité du sprint. Par contre, on va travailler sur du lourd. Et là encore, des idées reçues sur il y a des chiffres, je ne sais pas d'où ça sort. Là, pour le coup, ça doit certainement venir d'une étude, mais je ne sais pas d'où ça vient, qu'il ne faudrait pas dépasser 10% de son poids de corps ou 15% de son poids de corps quand on fait un mouvement comme ça. Alors, je ne sais pas pourquoi on peut se mettre 300 kilos sur le dos quand on fait un squat et quand on sprint, on ne peut pas mettre 20 kilos au sol, quoi. Et du coup, le but étant d'aller travailler sur les zones comme en musculation. Si je veux travailler à 60% de mon ARM, je vais aller mettre l'équivalent de 60% de ma charge maximale. Là, si mon objectif, c'est de travailler la force sur mon profil force-vitesse, je vais aller mettre une charge qui va être équivalente à un travail de force en musculation. Donc, si c'est 80% de mon poids de corps, ce sera 80% du poids de corps. Et j'avancerai tout doucement parce que je suis sur une notion de force, mais avec cette envie de le faire le plus vite possible. Le, le taux de développement de la force, le RFD en anglais, mais nous, du coup, c'est un petit peu cette logique d'explosivité qui n'est pas vraiment un terme scientifique, mais le fait de chercher à développer le plus vite possible la force,
on sera totalement dedans, quand bien même on avance tout doucement. Et du coup, évidemment, de ne pas faire ça du jour au lendemain. Il y a tout un phénomène d'habituation à travers une progression. Si j'ai besoin de travailler ma force, je ne vais pas du jour au lendemain mettre 80 kilos sur un sled et aller sprinter. Parce que là, en effet, il y aura un risque de blessure, tout comme je ne vais pas aller mettre 80% de mon ARM sur un squat du jour au lendemain quand je n'ai jamais fait de squat. Mais après, c'est uniquement du bon sens, quoi. Et donc, travailler avec des charges lourdes, autant en sprint qu'en musculation, il y a totalement l'intérêt, quoi. Ouais, je pense que les puristes diraient certainement qu'ils ne veulent pas mettre trop de poids parce qu'après, ça va changer ta mécanique de course, ce qui pourrait avoir C'est une ça. influence négative sur ensuite ta course. Mais si tu prends en compte l'idée que ces méthodes d'entraînement, elles sont utilisées sporadiquement, c'est parce que tu fais tout le temps. Tu as ton travail de sprint pur, ton travail de vitesse au niveau mécanique, etc., d'accélération, position, etc., posture, mais c'est un supplément. Et donc, en supplément, c'est pas comme si tu vas faire peut-être 4, 5 séries d'accélération avec un chariot lesté. Ça va pas ruiner toutes les années de travail technique que tu as fait derrière Non. pour ta technique de course. Donc, ça tient pas non plus, quoi. Tout comme tu vas faire en pré-saison un cycle d'hypertrophie et puis un cycle de développement de la force parce que tu reviens de vacances et puis que du coup, on voit que sur ton ARM, il y a eu une perte de développement de force qui est normale parce que tu as eu une coupure de 3 semaines, un mois. Bah, tu vas être exactement sur la même logique. Tu vas planifier ça sur un mésocycle de 3 semaines progressif et puis après, tu vas repartir sur de la force explosive ou totalement autre chose en fonction de tes besoins. Mais c'est ça, de toute façon, tu n'as pas de séances qui vont se retrouver toute l'année en place parce que les adaptations font qu'au bout d'un moment, ta séance, elle ne va plus être suffisante. Bah, c'est exactement la même logique sur un travail de force en sprint. Pour venir un petit peu sur un autre sujet, l'interférence d'entraînement entre les différentes qualités physiques, on dira par exemple entre la force et l'endurance. On entend assez Ouais. souvent, il ne faut pas travailler ça avec ça, il faut travailler plutôt ça comme ça. Tu peux en parler un petit peu plus? Ça a été un sujet qui a été mis carrément en avant années 90, etc. Et en gros, on s'est aperçu que quand tu travaillais l'endurance, tu as une hormone un petit peu qui va gérer tout l'aspect des efforts et des enzymes niveau endurance, la mitochondrie, etc., et qui va jouer un petit peu sur tout ça, c'est l'AMPK. Et au contraire, tu vas avoir mTOR qui est un petit peu l'hormone du développement musculaire et du coup du programme de force, puisqu'il va jouer sur l'hypertrophie. Et en gros, on sait qu'AMPK, ça va jouer quand tu fais des entraînements vraiment orientés d'endurance, ça va avoir un aspect négatif sur mTOR. Donc, puisque l'endurance va jouer négativement sur la force, c'est compliqué de lier les deux dans un programme d'entraînement, alors que dans beaucoup d'activités, c'est le problème, c'est que tu as besoin des deux. À côté de ça, tu as des études plus récentes qui sont sorties et qui ont montré qu'en fait, déjà, ça pouvait dépendre du niveau de l'athlète, du niveau d'expertise. Et plus tu étais expert, et moins on pouvait percevoir cet effet. Donc ça, déjà, c'était vachement intéressant. Ça date de 2010, c'est Agar pour les gens qui seraient intéressés de bouquiner ça. Donc, ça peut être dépendant du niveau de l'athlète, mais il y a plein d'autres il y a plein d'autres facteurs qui peuvent être dépendants de ça. C'est la nature de la séance, comme la planification des séances, la nature de la récupération, l'alimentation qui va être essentielle, surtout sur une orientation biquotidienne de l'entraînement. Là, on considère que c'est des gens qui vont peut-être faire une séance endurante le matin et puis une séance de musculation dans la même journée plus tard dans la journée. Donc là, en effet, tout ce qui va être programmation et également programmation alimentaire pour la récupération va impacter sur ces mécanismes négatifs, ces interférences négatives. Et donc, par exemple, il y a des choses à proscrire parce que là, on sait que ça joue vraiment sur l'interférence négative, c'est les séances à jeun. Donc, le matin, si tu fais une séance endurance et en plus tu es à jeun, là, ça va clairement faire grimper ton AMPK. Donc, favoriser vraiment le fait que derrière, ça soit négatif sur un développement musculaire. Ça, c'est des études de 2011. Donc, là, pour le coup, l'entraînement en endurance, super négatif si dans le cas d'une course à jeun, quoi.
L'entraînement fractionné, il faudrait séparer un minimum de… Alors, dans les études, ils disent de 3 heures minimum, mais ça serait quand même mieux que ce soit 6 heures. Donc, il vaut mieux tout de suite se fixer sur 6 heures. Et du coup, en gros, 6 heures, ça va être le temps minimal que AMPK va mettre à redescendre pour atteindre ses niveaux de sommeil et du coup, ne plus impacter sur mTOR et sur le développement musculaire. Donc déjà, ça veut dire que si on ne fait pas une séance à jeun et qu'à la fois, on met au moins 6 heures entre nos 2 séances, ça peut être pertinent. Alors forcément, après, c'est des organisations qui sont hyper complexes quand on n'est pas sur du sport de haut niveau parce que va dire ça à monsieur tout le monde qui s'entraîne 3 fois la semaine. Mais je donne un peu tout pour que après chacun fasse à sa sauce. L'aspect de la nutrition, hyper important parce qu'on sait aussi du coup que si on régénère rapidement les stocks de glycogène, on va limiter aussi cet effet d'AMPK sur mTOR. Donc là, pour le coup, ça veut dire fenêtre métabolique, manger le plus rapidement possible après la séance pour régénérer très rapidement ses stocks en vue de faire une deuxième séance plus tard dans la journée. Donc l'aspect de la nutrition essentiel à ce moment-là. Et du coup, il y a aussi des études qui sont intéressantes qui montrent que ça dépend aussi si c'est un entraînement haut du corps, bas du corps. Parce que souvent, mis à part dans le kayak ou dans ce genre de discipline, l'endurance, c'est majoritairement sur le bas du corps, à travers le vélo, la course à pied. Du coup, si tu fais un travail d'endurance sur le bas du corps, mais que ta séance dans la même journée est orientée sur un développement musculaire haut du corps, il y a beaucoup moins d'impact. Donc, ça peut être aussi une façon de planifier et d'organiser ces séances pour limiter ces interférences négatives. Et il y a aussi un rôle, un effet. Alors, ils sont pas, les chercheurs qui ont mis ça en place ne sont pas totalement sûrs de la raison, mais en gros, ils ont comparé le vélo et la course à pied. Et ils ont constaté qu'il y avait moins d'interférences quand on faisait de l'endurance sur vélo que de l'endurance en course à pied. Et ça pourrait, donc ça, c'est des études de 2012. Et en fait, c'est une méta-analyse, donc ça a repris beaucoup d'études. Et c'est Wilson qui a fait cette méta-analyse. Donc, c'est facilement retrouvable sur Internet. Et en fait, ce serait en lien avec l'impact, pour le coup, physiologique au niveau musculaire de la course à pied qui est très excentrique, comparativement au vélo qui est très concentrique. Et qui aurait un gros impact aussi au niveau nerveux aussi. Après, ça dépend des surfaces aussi, mais c'est clair que… Central, Ouais, voilà. il ne va pas te permettre de faire une séance qualitative l'après-midi sur un développement de force. Ouais, et peut-être… Donc ça, c'est excuse-moi, les notions d'interférence, mais il y a aussi au contraire, on parle majoritairement quand on parle d'interférence, on parle d'interférence négative, mais il y a aussi la notion d'interférence positive qui commence à être investiguée. Et il y a des choses intéressantes entre force maximale, force explosive, sur le travail aérobie. Donc là, dans l'autre sens, l'intérêt de la musculation sur la performance aérobie. Donc comme on disait tout à l'heure, là pour le coup, c'est totalement perçu comme une interférence positive. C'est qu'aller travailler la force maximale ou aller travailler la puissance, ou la force explosive plutôt, pardon, on va développer sa puissance de course et on va développer son économie de course. Et ça, du coup, c'est acté de plein de façons différentes, alors que si on voit le phénomène dans le sens inverse, on se dit attention à ne pas détériorer la création musculaire, alors qu'on va avoir un intérêt énorme à cette création musculaire dans l'effort aérobie. Tu as cet aspect du coup de développement de la force qui va impacter aussi tout l'aspect de perte de masse grasse que tu vas beaucoup plus développer en ajoutant de la musculation avec des séances de renforcement musculaire et notamment avec de l'aérobie, pardon. Et notamment, on a vu que quand tu faisais une séance aérobie et tout de suite après t'enchaîner avec de la force, tu avais un impact énorme sur justement cette perte de masse grasse. Ça, c'est également dans la méta-analyse de Wilson de 2012. Là. Et donc, tu as un vrai intérêt aussi sur le VO2 max parce qu'on sait que le VO2 max, il est directement lié au poids de corps. Donc, plus on arrive à limiter la masse grasse et du coup à optimiser
sa composition corporelle, et plus on va avoir un intérêt sur la performance. Donc là, on peut voir l'interférence justement comme une interférence positive parce qu'elle va directement impacter notre performance finale, quoi. Ouais, c'est tous les trucs qui sont super intéressants et c'est bien que tu nous donnes un petit peu on va dire le résumé de ce qui s'est fait, de ce qui s'est dit, ce qui a été trouvé, parce que c'est vrai qu'on entend encore beaucoup de choses dans tous les sens à propos de ces notions-là. Donc c'est bien d'avoir quelqu'un qui suit ce qui se passe et qui sait ce qui se passe et qui peut l'expliquer correctement comme toi. Et d'ailleurs, ça me fait penser que, en plus, souvent, c'est des protocoles qui sont faits, là pour le coup, sens inverse, sur des sportifs de très haut niveau, des sportifs élites. Mhm. Et souvent, on retrouve en résultat qu'en dessous de 3 séances aérobie par semaine, il n'y a pas d'interférence négative Ok. euh, du travail aérobie sur la performance sur AMPK sur mTOR. Mhm, mhm. Or, 3 séances aérobie par semaine, de haute intensité, ça sous-entend déjà que tu es sur un paquet de séances. Enfin, tu es déjà forcément quasiment sur 2 séances quotidiennes, donc tu es sur une dizaine de séances d'entraînement à la semaine. Donc en gros, c'est le genre de problématique qu'on va se poser dans le sport de haut niveau et qu'il ne faut pas trop, pas trop s'embêter avec ça quand on est plus sur du sport amateur ou du sport loisir, quoi. Ouais. Et Par peut-être contre, c'est vachement mis en avant, quoi. ouais, voilà, c'est ça. C'est que les gens, ils lisent les titres et C'est après, ils ça. lisent pas l'étude et ils savent pas comment ça se passe, ils savent pas sur quelle population ça a été fait. Mais après, ça le crie à droite, à gauche parce qu'on sait lire un titre, quoi. C'est ça. Donc, Et- vaut mieux, en gros, prendre les recommandations à dire, allez, dans tous les cas, je mets 6 heures entre mes 2 séances, je cours pas à jeun, je récupère bien en mangeant bien directement après ma séance, ma première séance. Euh, Déjà, je minimise les risques, mais de toute façon, en plus, ça va être des problématiques sur des sportifs très, très élites, quoi. Pour terminer, si tu avais un petit conseil à donner pour tous les sportifs amateurs qui nous écoutent, qui sont friands de prépa physique et qui voudraient faire quelque chose un petit peu mieux, mais ils savent pas trop quoi faire en priorité, je sais que c'est assez général comme question, mais les qualités les plus importantes pour toi qui sont pas assez travaillées pour les joueurs amateurs. Alors, sur du sport, peu importe le sport, On part sur du sport collectif, comme ça touchera le plus de monde. alors, étonnamment, par rapport à ce que j'ai dit tout à l'heure, je travaillerai la vitesse. Là, si j'étais sur du sport loisir et sans vraiment être spécifique à un sport, je parlerais plutôt du VO2 max parce que ça me permettrait de mieux récupérer, enfin, déjà d'avoir une meilleure condition physique, donc plus facilement de reproduire des efforts, etc. Je vais potentiellement un peu plus performer dans la pratique, mais surtout, on va avoir un intérêt de récupération post-séance parce qu'on sait qu'un meilleur VO2 max, on a une meilleure récupération. Donc, on peut potentiellement plus s'entraîner, même si on est sur une logique loisir et du coup, ce n'est pas forcément le but qu'on va viser. Et derrière, on a cette notion de sport santé. Et le VO2 max est essentiel pour une vie saine. Et on voit même, il y a de plus en plus d'études qui sortent à montrer qu'il y aurait un lien entre longévité en bonne santé et VO2 max. Et ça, on pourrait quasiment apparenter du coup la durée de la vie sur une course de fond. Et donc, plus tu as une caisse et plus potentiellement tu vas faire un ultra trail, quoi. Donc, je m'orienterai sur l'aspect loisir, je m'orienterai vers le VO2 max parce que pour son aspect sanitaire. Et puis, du coup, si on est sur du sport loisir, même si on va chercher à développer ses qualités pour être meilleur, c'est pas notre gagne-pain. Donc, vaut mieux prioriser l'aspect sanitaire et puis se dire que on va peut-être moins se faire mal à l'organisme et puis mieux prendre une meilleure retraite, quoi. C'est bien mis l'ultra trail, la vie comme vécue comme un marathon ou comme un ultra trail. J'aime beaucoup. Jason, où est-ce qu'on peut te retrouver sur les différents réseaux sociaux? Donc, du coup, sur Prépa et Performance, la chaîne YouTube, c'est le plus accessible. On retrouve le même nom sur Facebook et sur Instagram. Donc là, vraiment orientation de vulgarisation. Le but, c'est essayer de transmettre des notions d'entraînement un petit peu plus qualitatives que ce qu'on peut trouver un peu partout sur les programmes généraux, mais à la fois d'essayer de le faire comprendre, même quand on n'est pas forcément du milieu. C'est ça l'aspect très, très compliqué, mais du coup,
qui a un vrai plaisir à faire. Et puis, j'espère bientôt avec d'autres échanges avec toi, de toute façon, pour qu'on puisse faire que moi, à mon tour, je te fasse venir sur la chaîne et que tu puisses présenter ce que tu fais en Suisse. Ce sera cool. Ce sera avec grand plaisir. En tout cas, merci beaucoup pour ton temps et toutes tes connaissances aujourd'hui. Ça fait plaisir d'entendre des gens passionnés comme toi qui sont qui sont des livres ouverts et prêts à simplement partager et transmettre cette information. Donc, merci à toi. Merci.